Bonsoir et bienvenue sur Planète Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF consacrée aujourd'hui à la télémédecine. Une émission présentée par le président Jean-Paul Ortiz. Bonsoir et merci à vous toutes et tous. Vous avez été très nombreux à regarder l'émission le mois dernier en direct et en streaming. Merci. Alors vous commencez maintenant à bien connaître le principe de cette émission et ses deux parties. La première est consacrée à l'actualité et la seconde à la télémédecine, un vaste sujet. Oui, la télémédecine est un vaste sujet au cœur des préoccupations du monde médical en ce moment. Alors cette télémédecine fera l'objet d'un débat avec nos invités qui sont sur le plateau de Planète Médecin et que Jean-Paul, je vous laisse présenter. Deux invités ce soir, le docteur Patrick Gasser, gastroentérologue à Nantes et président de l'UMSP CSMF, et le docteur Sophie Sigrist, médecin généraliste à Lebon-Saint-Martin en Moselle, qui est également conseiller pour l'ARS Lorraine sur l'hospitalisation à domicile et professeur associé des universités à la faculté de médecine de Nancy. Enfin, ne l'oubliez pas, nous sommes en direct et nous répondrons donc à toutes vos questions, celles que vous poserez grâce à la boîte de dialogue qui est située en dessous de votre écran. Et donc, place à l'actualité. Et nous allons commencer par la CSG. Une hausse de cette CSG de 1,7% est prévue au 1er janvier 2018, compensée chez les salariés par une suppression des cotisations chômage et assurance maladie. Toute la question est de savoir comment cela va se passer pour les médecins libéraux. Pour ceux exerçant en secteur 2, ils auront le même dispositif que pour les salariés. Pour ceux exerçant en secteur 1, la cotisation maladie est prise en charge en très grande partie par l'assurance maladie. Il y a donc nécessité d'un mécanisme de compensation qui fera l'objet d'un avenant à la Convention, qui sera probablement centré sur la cotisation retraite du régime de base. Les discussions sont en cours. Pour l'instant, les deux scénarios qui sont avancés ne compensent pas à l'euro près, comme le demande la CSMF. Elle sera très attentive sur ce dossier, très exigeante. Autre sujet, la désertification. Et pour commencer, on va parler du Conseil économique, social et environnemental qui a rendu mercredi 13 décembre un projet d'avis sur les déserts médicaux. Il propose que les médecins de secteur 2, c'est-à-dire honoraires libres, qui s'installent dans les zones surdotées, ne soient conventionnés, c'est-à-dire remboursés par l'assurance maladie, qu'à la condition qu'ils acceptent de réaliser des consultations avancées en zone sous-dense. La CSMF, je suis sûr, est vent debout. Si certaines mesures préconisées vont dans le bon sens, le CESE n'a pas pris toute la mesure du problème et recycle de vieilles recettes sur la régulation de l'installation. Comment imaginer un conventionnement sélectif dans les zones dites surdenses alors qu'on manque aujourd'hui de médecins partout, tant en médecine générale qu'en médecine spécialisée, comme le prouvent les difficultés à trouver un médecin traitant ou les très longs délais de rendez-vous pour voir un médecin spécialiste. Proposer un tel dispositif revient à ouvrir largement la porte à l'exercice hors convention et donc en mettre en place une médecine à deux vitesses. Nous n'en voulons pas. C'est très clair et une proposition de loi voulant mettre en place le conventionnement sélectif sera débattue à l'Assemblée nationale le 18 janvier. Beaucoup d'élus estiment que les mesures incitatives ne marchent pas. Alors, qu'en pense la CSMF ? Les mesures incitatives marchent, elles commencent à donner des résultats probants dans certaines zones. Il faut donner du temps au temps. Pourquoi ? Parce que les jeunes médecins s'installent tardivement, en général 38 ans, et il faut soutenir massivement la médecine libérale pour que cette modalité d'exercice les attire tant en médecine générale qu'en médecine spécialisée. Alors voilà le principe, mais en pratique, quelle solution la CSMF propose ? 6 axes. D'abord la formation, plus de stages obligatoires dans les cabinets de médecine générale et de médecine spécialisée dès le 2e cycle. Un internat en médecine de ville. Deuxième axe, faciliter l'accès à la vie professionnelle, simplifier les statuts médicaux intermédiaires. Troisième axe, accompagner l'installation du jeune médecin libéral et de sa famille. Quatrième axe, favoriser le regroupement avec un exercice multisite, les consultations avancées. Cinquième point, une mesure d'urgence, en particulier en médecine générale, encourager et soutenir l'exercice des médecins retraités dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Enfin, la télémédecine pour améliorer l'accès à tous, partout, à des soins de qualité
Et vous voyez bien que ce soir, nous rentrons en vif dans le cœur du sujet de la soirée. Voilà, place donc au dossier du mois, la télémédecine, et vous nous transmettrez votre éditorial après le jingle, Jean-Paul. Commençons d'abord par définir ce dont nous parlons. Qu'est-ce que la télémédecine ? Elle est définie dans le Code de la santé publique. Elle regroupe tous les actes médicaux réalisés à distance au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. On peut citer 5 champs de la télémédecine. 1. La téléconsultation, qui permet à un médecin de donner une consultation à distance à un patient. Le professionnel de santé peut éventuellement être présent auprès du patient, une infirmière par exemple, et le cas échéant, assister le médecin au cours de cette téléconsultation. Deuxième exemple, la téléexpertise, qui permet à un médecin de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs médecins en raison de leur formation ou de leurs compétences particulières sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient. Troisième possibilité, la télésurveillance médicale qui permet à un médecin d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. Quatrième axe, la téléassistance médicale qui permet à un médecin d'assister à distance un autre professionnel de santé, par exemple une infirmière, au cours de la réalisation d'un axe. Et cinquième point, la régulation médicale. Alors voilà, parmi ces 5 sous-catégories, je dirais, de télémédecine, on va surtout parler aujourd'hui de téléconsultation, de téléexpertise. Alors des expériences ont déjà été mises en place dans différents domaines. Un exemple, en dermatologie libérale à Paris, un reportage de Diane Cacciarella auprès du docteur Claire Geoffrey, dermatologue à Paris. Vous m'envoyez une photo dans 2 mois pour me dire un petit peu comment ça évolue. Plus besoin de rendez-vous au cabinet, le suivi est désormais assuré à distance. Claire Geoffroy, dermatologue à Paris, passe plus d'une demi-heure par jour à étudier des photos que ses patients lui envoient. Ça m'arrive souvent, j'ai la photo, je rappelle le patient, parce que là on est vraiment dans la vraie télémédecine, c'est-à-dire que je rappelle le patient, je lui demande ce qui s'est passé, ce qu'il a pris, ce qu'il a fait, je regarde ses photos, et puis après je lui envoie l'ordonnance. Mais il faut voir que cette télémédecine, ça prend le temps d'une consultation. Eh bien, je n'ai aucune revalorisation, c'est-à-dire que pour moi c'est un acte gratuit que je fais don à la société. Nous, sur le plan rétribution, ce que nous demandons, c'est que la consultation de téléexpertise soit au même prix que la consultation de visu de nos patients à nos cabinets, qui est de 48 €. Ces diagnostics à distance arrangent ses patients. La télémédecine, je pense que ça peut être pratique, très bien, et un gain de temps pour nous patients. Par exemple, j'ai un bouton ou un grain de beauté suspect, etc. Pourquoi pas faire une photo et voilà, avoir un pronostic comme ça par téléphone. Claire Geoffroy échange aussi des photos avec d'autres praticiens pour solliciter ou donner un avis. Cette téléexpertise n'est pas reconnue, la décision finale n'est pas collégiale et sa responsabilité incombe à un seul médecin, le prescripteur. La problématique de cette médecine, c'est que pour l'instant, je ne suis pas assurée, entre guillemets. C'est-à-dire que si un jour j'ai un souci, ça peut mal se passer. Bon, il se trouve que je travaille avec des médecins, surtout je leur dis mes limites. Pour mes patients, c'est la même chose. C'est-à-dire que je leur dis, voilà, si dans 3 jours ça ne va pas mieux, à ce moment-là, on se revoit. C'est justement l'erreur médicale qui fait peur à cette patiente. Elle ne jure que par la consultation. Donc pour moi, la télémédecine, c'est un moyen qui est peut-être en voie de développement, que je trouve un petit peu dangereux quand même, parce qu'on ne peut pas remplacer une vraie consultation médicale, on ne peut pas remplacer un vrai contact humain, un vrai échange. Lorsque le doute est trop important sur le diagnostic, Claire Geoffroy ne se prononce pas. Oui, puisque là je vais finir mes crèmes. La télémédecine, elle est vraiment très plénomorphe, c'est-à-dire que
on fait beaucoup de choses, mais ça n'empêche que on a quand même besoin de voir les patients. Que pour certaines pathologies, qui sont par exemple les pathologies inflammatoires, comme l'eczéma, comme éventuellement le psoriasis, souvent sur une photo, c'est impossible de faire le diagnostic. Pour développer la télémédecine, Claire Geoffroy espère qu'un logiciel de cryptage des données sera mis en place au niveau national. Claire Geoffroy, et non Geoffroy, comme vous l'avez sans doute un peu entendu dans le reportage, finalement, elle fait un peu tout à la fois. Téléconsultation, télésurveillance, expertise. Alors en fait, je voudrais que l'on parle surtout là, maintenant, de télé-expertise avec vous. Patrick Gasser, la télé-expertise, elle va surtout concerner un médecin généraliste, un médecin traitant qui va requérir l'avis d'un de ses confrères. A priori, ça sera surtout dans le cas d'un médecin spécialiste. Comment est-ce que vous voyez cette organisation et comment vous projetez cette organisation, en particulier pour faciliter l'accès aux médecins spécialistes? Bonsoir tout d'abord Jean-Paul et bonsoir à tous nos collègues qui nous écoutent. Je crois qu'effectivement, il faut bien poser les choses. Il y a un problème de sémantique au départ et il y a une confusion entre téléconsultation, qui est une consultation comme on l'a fait au cabinet, mais au travers d'un élément de web, entre guillemets. Et puis, la téléexpertise qui est la demande d'un médecin à un autre médecin. Alors, comment on la voit? Je crois qu'il faut tout d'abord cerner au sein des territoires les besoins des uns et des autres. Et aujourd'hui, on le voit très bien, on a besoin d'avoir de l'expertise dans le cadre de prise en charge de patients, notamment en dermatologie, et là, on l'a bien illustré. Et au travers d'une photo, on arrive assez facilement à donner un avis, savoir si ce patient, il faut le voir ou s'il ne faut pas le voir, ou si c'est quelque chose de simplement bénin, avec un traitement local, on arrive à le gérer. Et puis si il y a des besoins de le voir, de faire une dermoscopie, etc., pour avoir une meilleure prise en charge. Une prise en charge qui, en plus, peut être plus rapide que si on allait prendre un rendez-vous chez un dermatologue, par exemple. Vous pensez donc, Patrick Gasser, que clairement, ça va diminuer les délais de rendez-vous d'accès aux médecins spécialistes? Parce que c'est ça que les Français disent. Je pense qu'effectivement, ça peut les diminuer. Pourquoi? Parce qu'on va sélectionner plus facilement des patients à voir. Il y a des patients qu'on a besoin de voir rapidement et d'autres qui peuvent très facilement attendre 3 semaines, 4 semaines. Alors qu'il y a des patients qu'il faut voir vraiment très rapidement pour avoir la meilleure prise en charge, pour répondre à la demande tout de suite. Toujours sur sollicitation du médecin traitant qui va... Je pense qu'il est important, effectivement il est important de rester dans un parcours très structuré pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on ne dévie pas de ce que l'on appelle aujourd'hui le parcours et la pertinence de la prise en charge dans le cadre d'une expertise. Vous avez donné 2 mots qui me semblent importants, c'est parcours et territoire. Comment vous voyez cette articulation? Parce qu'aujourd'hui, on voit émerger de multiples expériences de télémédecine, en tout cas, peut-être plus de téléconseils. Effectivement, on voit beaucoup de téléconseils fleurir au travers de sites et de plateformes de, entre guillemets, téléconsultation organisées par des assurances, notamment. Ce que nous prônons, c'est la gestion d'un territoire avec l'ensemble des intervenants dans un territoire. Parce que la télémédecine va effectivement répondre, non pas carrément à la désertification, mais au désenclavement de territoire. Et c'est ça qui est important. C'est désenclaver et pour pouvoir, je dirais, repeupler après. Donc il est important d'avoir 2 choses. La première, c'est la notion de territoire. Et la seconde, c'est d'avoir le parcours et la connaissance de l'ensemble des professionnels qui sont dans ce territoire pour structurer la prise en charge. Ce qui sous-entendrait que ce sont des patients que vous connaissez? Alors je pense que dans un premier temps, il est préférable de prendre en charge des patients que nous connaissons. Pourquoi? Parce que dans les expériences internationales, on s'aperçoit que c'est un échec aujourd'hui.
et qu'il faut savoir, on n'a pas de référentiel. Comment je prends en charge un patient dans le cadre d'une téléconsultation en cardiologie, en gastro-entérologie et dans d'autres spécialités. Donc on a besoin aujourd'hui de référentiels. On a très peu de référentiels aujourd'hui. Donc il faut aujourd'hui commencer par des choses simples pour ne pas aller à l'échec comme dans d'autres pays. Juste une petite question, mais répondre très brièvement. Au niveau responsabilité, qui est responsable quand il y a une télé-expertise avec plusieurs médecins? Qui endosse la responsabilité? C'est celui qui a pris en charge le patient. D'accord. Mais de plus en plus, la responsabilité devient partagée. Donc, celui qui a pris, je retiens celui qui a pris en charge le patient. Celui qui a pris en charge le premier, parce que c'est lui qu'on appellera le premier. Mais globalement, dès que vous avez la notion ou la connaissance d'un patient, vous êtes dans son parcours et donc vous êtes responsable, mais à des niveaux différents. On va passer à un autre reportage maintenant, et cette fois-ci on va parler de téléconsultation. Ça se passe en EHPAD et en Alsace, et c'est un reportage de Diane Cacciarella. Oui, ça va, vous vous sentez mieux? Le docteur Mevart est en consultation, ou plutôt en téléconsultation. Un ordinateur, un casque micro et une webcam suffisent pour passer un appel visio et traiter les patients qui sont à quelques kilomètres de là, à l'EHPAD de Gerstheim. Respirez fort. C'est bien. Équipé du même dispositif et accompagné par Céline. L'infirmière exécute les gestes demandés par le médecin. On a un niveau, une qualité de soins qui est tout à fait équivalente à une consultation présentielle. C'est vrai qu'on a comme des outils extrêmement performants et donc au niveau auditif par exemple avec le stéthoscope, moi j'ai l'habitude de dire que j'entends mieux avec le stéthoscope électronique qu'on utilise sur notre chariot de télémédecine que quand j'utilise mon propre stéthoscope en présentiel, donc à côté du patient. Avec l'échographe, on peut regarder s'il y a une occlusion. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire par échographie. Donc même si on le fait différemment, si on le fait pas par la palpation avec les mains par exemple, on a des outils pour le faire avec la télémédecine. Céline a suivi une formation à la télémédecine il y a 5 ans. Pour elle, cette pratique améliore l'accès aux soins et réduit les délais d'attente. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment en retard aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on a discuté toutes les deux. Il y a 2 types de téléconsultations. Il y a une téléconsultation qui peut être dite d'urgence quand un patient a besoin d'être vu dans la journée. Après, il peut y avoir des consultations avec des spécialistes qui vont être programmées comme une consultation classique chez un spécialiste. Et donc, on a des rendez-vous qui sont pris à l'avance. Et dans ce cas-là, on se connecte effectivement à la date et à l'heure convenue avec le spécialiste. Plus besoin de sortir, d'aller jusqu'à Strasbourg, ce qui ravit les pensionnaires de l'EHPAD. Ils restent dans leur environnement habituel. Il y a des docteurs, je ne connais même pas que c'est un docteur. Tout à fait. Vous l'avez jamais rencontré en vrai, en fait, ce docteur, hein? Vous avez des consultations, Madame Bernard? Oui. Et si vous les faisiez pas à la maison de retraite, vous seriez obligée d'aller où pour faire des consultations? Je nulle part. Voilà. Je ne pars pas d'ici. Voilà. Vous voulez pas partir d'ici, en fait? Surtout de vous. Voilà. Vous préférez rester ici, en fait? Je veux rester ici. Oui. Dans les années à venir, ce dispositif s'étendra aux tablettes et smartphones, mais à condition d'avoir toujours un bon débit Internet. Bien sûr. Voilà, une autre façon de voir les choses en EHPAD. Sophie Sigrist, vous avez une expérience et un certain nombre de cas où ce type de téléconsultation se sont mis en place dans les EHPAD, dans votre région. Comment ça se passe? Quel avantage voyez-vous et comment vous définiriez la mise en place de ces téléconsultations? Bonsoir Jean-Paul Ortiz. Oui, bien, nous avons quelques expériences, en particulier nous en avons dans notre région en Grand Est, où nous avons même une mise en place avec des thèses et vraiment des recherches importantes sur cette téléconsultation en EHPAD. Je pense qu'il faut bien faire attention à ce qui était tout de suite vu, c'est-à-dire soins programmés et soins non programmés. Je crois que sur le soin programmé, pour l'instant, il faut rester dans un parcours de soins, comme le soulignait mon collègue, mais je crois que ça va nécessiter d'abord de la technique.
il faut qu'on ait du réseau qui passe, parce que regarder un patient à travers un écran, ce n'est pas la même chose. Ça va nécessiter du temps, puisque déjà quand vous examinez quelqu'un, ça prend du temps, mais là, même si vous n'avez pas à vous déplacer, il va falloir vous familiariser avec la discussion à travers un écran et pour prendre d'autres signaux que vous repérez inconsciemment en consultation. Donc je pense que ça ne peut pas être pour tout le monde n'importe comment. Ça va nécessiter aussi des dossiers bien tenus. Et ça permettra la deuxième partie, à savoir le soin non programmé, qui va être fait par des confrères qui vont intervenir ponctuellement. Si le dossier n'est pas tenu, je pense que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cette téléconsultation va être pire que ce qu'on a. Je pense qu'effectivement, on va gagner du temps sur les déplacements, on va pouvoir optimiser les lieux de vie que sont les maisons pour personnes âgées ou pour personnes handicapées aussi par la suite. Mais pour autant, ça va prendre un temps de consultation et un temps médical aussi long que si on était au cabinet. Donc, ça ne permet que de diminuer le temps utilisé pour les distances entre le lieu d'exercice du praticien et le lieu de résidence du patient. Ça évite le déplacement. Ça évite le déplacement. Je pense que c'est une notion qui est absolument à prendre en compte actuellement avec le virage ambulatoire, puisque beaucoup de patients vont sortir très tôt, que les EHPAD sont des terrains d'expérimentation assez faciles parce qu'on a du personnel paramédical à disposition quasiment tout le temps, avec au moins quelqu'un qui est capable de donner l'alerte 24 heures sur 24. Mais je pense qu'il faut être très vigilant et y aller progressivement. Est-ce que dans l'expérience que vous avez dans votre région, les médecins traitants, les médecins généralistes, se sont impliqués facilement? Et comment ils se sont équipés, tout simplement? Est-ce qu'ils ont une dotation? Est-ce qu'on les a accompagnés? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est intervenu? Parce que c'est dans une phase un peu expérimentale ou on est passé dans le droit commun dans le cas précis? On est sur une phase expérimentale, mais on est surtout sur une phase expérimentale qui est encore très hospitalière. Parce que ce temps n'étant pas forcément rémunéré de façon très... Et là, il s'agit de médecins traitants. Voilà. Donc, là, c'est pas des médecins traitants, ce sont des sont... expérimentations qui sont faites alors, sur des fonds d'innovation et de recherche et qui sont pour l'instant en cours d'évaluation. Je pense que c'est très important de passer par cette étape. Pourtant, je suis, comme vous tous, on a l'habitude de travailler avec un problème et on sort tout de suite avec une réponse. Je pense que sur cette téléconsultation, il faut être vigilant. Ne pas imaginer que nous allons trouver une solution miracle qui répond à tous les problèmes tout au long du problème. Donc, et vous avez équipé les cabinets des médecins? Alors, certains médecins sont équipés dans le cadre de ces expérimentations. Mais ça reste très limité pour l'instant. Et on a plus d'expérimentations qui sont connues depuis l'hôpital pour des consultations à distance, mais qui ne sont pas faites avec le libéral. On imagine bien qu'après va se poser la problématique de qui va payer l'équipement dans chaque cabinet. C'est pour ça que l'EHPAD est un lieu intéressant, parce qu'on va pouvoir centraliser et pour les résidents de l'EHPAD et pour éventuellement des habitants qui sont autour de l'EHPAD. Parce que le président de la République veut aller vite en matière d'innovation. La ministre de la Santé a dit qu'elle voulait développer la télémédecine, en particulier, on en parlait à l'instant, dans les territoires ou les zones fragiles. Il va bien falloir aller plus loin que simplement ce qui se passe dans quelques EHPAD. Comment vous voyez cette évolution dans le métier? Quand on parle développer la télémédecine, ce n'est pas forcément la téléconsultation en elle-même, c'est tous les champs abordables. Dans cette téléconsultation, on pourra peut-être aussi mieux appréhender la permanence des soins en ambulatoire avec les médecins de premier recours. Je pense que, et là, à nouveau, ça va être un effort important pour toute la profession, y compris au niveau des dossiers, de la communication entre les informations, et de prendre l'habitude de travailler tous ensemble. Donc, je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et je crois qu'il faut vraiment avoir des expérimentations pour faire des retours et voir où ont été les points de blocage. Déjà, ne pas avoir le patient en face de soi, c'est compliqué, parce que ce n'est pas l'habitude qui a été donnée à mettre ça en place actuellement. Excusez-moi, Sophie Sigrid, de vous couper. Ça nécessite un apprentissage de la part du médecin. Ça nécessite une formation particulière, même si elle n'est pas très longue, j'imagine. Mais au-delà de l'aspect technique, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être enseigné à un médecin dans le cadre de sa formation continue pour pouvoir être à l'aise en matière de télémédecine, téléconsultation? Ah oui, parfaitement, parce que je pense que la problématique n'est pas le stéthoscope électronique qui transmet les sons, ou éventuellement, en plus avec un paramédical à côté qui peut nous transmettre des paramètres, il n'y aura pas de souci. Et on sait très bien qu'actuellement, les connaissances où nos étudiants sont habitués à résoudre des problèmes sans avoir le patient juste en face d'eux. Par contre, le propre de soins primaires, c'est quand même la consultation et l'échange avec le patient. Or, un échange au travers d'un écran, ce n'est pas la même chose. Il va falloir prendre l'habitude aussi de percevoir
la façon d'être du patient qui fait que la médecine n'est pas qu'une science Ce qui veut technique. dire, à vous écouter, je trouve que c'est très intéressant, ça ne peut pas remplacer entièrement la rencontre physique. Donc ça veut dire, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, vous pensez que c'est forcément des patients connus? Je pense que c'est des patients connus, ou alors exceptionnellement dans le cadre de l'urgence, ce ne sont pas des patients connus. Mais je pense que ça doit être vraiment dans un parcours de soins. Et pour optimiser le temps médical et ne pas perdre du temps sur tout ce qui circule, ne travaille pas, ne pas perdre du temps sur les routes, regrouper sans doute les besoins. Mais je ne pense pas que ça remplacera complètement la consultation. Et ce qui n'est pas plus mal, parce que ça va rassurer tout le monde. Les ça patients, veut dire que ça déjà, peut et les diminuer médecins. la fréquence des consultations au cabinet avec une téléconsultation intermédiaire. C'est ça. Et ça permettra Demain, aussi... tous les cabinets médicaux de médecine générale vont être équipés, vont pouvoir faire de la téléconsultation? Je pense qu'après-demain, les médecins pourront travailler plus facilement avec C'est quand, les autres. après-demain? Parce qu'il faut y aller là maintenant. Il faut quand même, je pense, quelques années pour qu'on ait à la fois la culture de travailler en interprofessionnel, puisque la télémédecine va nécessiter, la téléconsultation, d'avoir éventuellement là un paramédical avec nous au quotidien à nouveau, des liens de travail qui ne sont plus habituels de nos jours. On avait des cabinets avec des médecins qui avaient leur infirmière, donc il va falloir retrouver ce mode de travail. Et puis, il va falloir avoir la technologie qui va avec. Moi, en Grand Est, je n'ai pas l'Internet qui passe partout à haut débit. Bien sûr, ça, c'est la fracture numérique et ça risque d'être le problème majeur de la télémédecine. Oui, mais ça peut évoluer, ça, quand même. Ah, mais tout va évoluer. Je n'ai pas... Aller lentement, mais sûrement. Alors, justement, que prévoit le PLFSS 2018 dans ce cadre de téléconsultation? Le PLFSS 2018 a clairement isolé la téléconsultation et la téléexpertise, dont nous allons discuter dans le cadre du droit commun, dans la discussion d'un avenant conventionnel. Nous commençons les négociations à partir de la mi-janvier 2018. 30 millions sont prévus dans ce PLFSS 2018. Ça peut paraître peu, mais ça peut permettre quand même de commencer à faire quelque chose. Et pour l'instant, la télésurveillance restera dans le cadre expérimental dont nous parlions pour les expériences qui sont faites en EHPAD dans certaines régions aujourd'hui. Place au débat, bien qu'on l'ait bien entamé déjà. Enfin, j'espère que vous allez réagir tous les deux, bien que madame soit plus en EHPAD et monsieur, j'ai bien compris, en libéral. Bon. Comment éviter, une des questions qu'on peut se poser, c'est comment éviter une certaine dérive consumériste qu'apporterait la télémédecine? Après, comment éviter, par exemple, on en parlait à l'instant, les assureurs complémentaires, les mutuelles, etc., en fassent un argument de vente de leur contrat qui sera un peu en dehors de ce que nous voudrions faire de façon cohérente à l'intérieur d'un parcours de soins? Sophie Sigrist, vous en parliez. Je pense que tout à l'heure, le docteur Patrick Gasser parlait effectivement de téléexpertise. Il ne faudra pas mélanger téléexpertise et téléconseil. La sémantique va être importante. Je crois que la façon de présenter d'emblée le sujet va être primordiale. Nous sommes là sur du travail qui est là pour faciliter la prise en charge d'un patient dans le cadre d'un travail entre experts autour du patient. On n'est pas sur du gadget, on n'est pas sur la patiente a envie d'être vue tout de suite. On est dans une situation actuelle où on envoie un mail, il est considéré comme lu immédiatement. En médecine, il ne faut pas confondre l'urgence vitale et le souhait d'avoir une réponse immédiate. Donc je pense qu'il va falloir mettre des garde-fous sur ce que l'on peut faire en téléconsultation, en télémédecine. Nous sommes face à des maladies chroniques. Je pense que dans le cadre de la maladie chronique, il y a un vrai partenariat qui permettra d'inclure des infirmières, des kinés pour un suivi global de la patiente. Donc là, la téléconsultation et la téléexpertise pourra intervenir. Après, on ne faut pas laisser penser d'emblée que la téléconsultation va remplacer la médecine en cabinet de tous les jours. Mais c'est quand même une évolution pour vous, c'est quelque chose de très positif. Ce n'est pas une évolution, c'est utiliser les outils que nous avons actuellement. Quand on a une fourchette, on ne mange pas avec les mains. Exactement. Quand on a de la possibilité d'utiliser l'Internet, la télévision, eh bien pourquoi ne pas s'en servir? Pour autant, on ne peut pas tout. La télémédecine est donc finalement un outil qui doit faciliter l'exercice et l'accès aux médecins. Ce n'est pas une médecine à part entière pour moi. C'est un outil à disposition des professionnels de santé pour mieux prendre en charge le patient. Pour cet outil, on en parlait à l'instant, pour son développement, Patrick Gasser, est-ce que vous pensez qu'il va être nécessaire
d'avoir des plateformes d'appel? Est-ce qu'on pourra rentrer dans des systèmes plus directs comme la téléconsultation en EHPAD, comme on en a vu l'exemple? Comment est-ce que vous voyez un peu son développement? Et puis, nous avons des questions, justement une que je trouve intéressante, qui nous est arrivée. Peut-on installer un système de télérèglement par carte bancaire ou par PayPal, l'envoi de la prescription étant subordonné au règlement? C'est très clair. Alors, oui, c'est très clair. Alors, je crois que Nicolas Revel et Madame la Ministre ont dit très clairement les choses. Donc, ça va se négocier dans le cadre d'une convention et donc d'un cahier des charges. Ça, c'est la première chose. Donc, il va falloir voir et négocier ce que l'on va mettre dans ce cahier des charges pour que les choses soient structurées effectivement et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, n'importe comment, comme peut-être ce qui est fait aujourd'hui au travers des téléconseils des assureurs qui aujourd'hui mettent en place du téléconseil. C'est aujourd'hui un produit d'appel pour les assureurs, très clairement. Maintenant, je pense qu'il faut sécuriser les prises en charge par la téléconsultation. Donc, il est indispensable de travailler sur des plateformes sécurisées et de ne pas le faire par, comment on appelle ça, la vidéo sur Internet, là, j'ai un trou de mémoire. Donc, après, le paiement peut se faire n'importe comment. On peut le faire par PayPal, etc. Mais pourtant, la prescription, dans l'exemple des EHPAD, il n'y avait pas de plateforme. Est-ce que vous pensez que la plateforme va être un passage obligatoire ou est-ce que ça ne peut pas être une des possibilités dans le développement de la téléconsultation ou de la téléexpertise? Je pense qu'il faut sécuriser les choses. Et aujourd'hui, il ne me semble pas que dans les expérimentations qui sont faites dans les différents territoires, il y ait une sécurisation. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons des plateformes qui répondent à cette sécurisation. Quand vous parlez de sécurisation, c'est la sécurisation des données médicales? Oui. De l'échange qu'il y a entre Et de l'échange. Et certaines plateformes, même, mettent en place la traçabilité de l'échange. Alors, une autre question. Je suis pneumologue et j'assure le suivi de patients en collaboration avec des confrères médecins généralistes qui m'appellent parfois pour avoir mon avis sur un patient que je connais. Est-ce que je pourrais facturer le temps que je passe au téléphone avec eux? Ça, c'est effectivement la négociation de la téléexpertise. Et ce sera dans le cadre de la négociation prochaine qui va s'ouvrir probablement mi-janvier avec l'assurance maladie. C'est la prise en charge de la maladie chronique pour un patient qui est connu d'un médecin pour lequel on le sollicite dans des épisodes peut-être de décompensation. Et vous parliez tout à l'heure des offres commerciales, des assureurs complémentaires, justement par rapport à leur contrat et comme produit d'appel pour vendre leur contrat. Néanmoins, finalement, si le patient ressent un problème de santé et qu'il sollicite une plateforme avec un médecin qui lui répond et qui va le rassurer, ça évite quand même un recours aux urgences. C'est pas mal, non, comme système? Mais je pense que aujourd'hui, il faut utiliser tous les outils pour répondre à la demande des patients et à leurs besoins. Et les besoins de la société évoluent. Donc, effectivement, il peut y avoir, et on peut utiliser ce type de plateforme, parce qu'il ne faut pas penser que demain, la téléconsultation va donner du temps aux médecins. C'est une erreur. Aujourd'hui, une téléconsultation dure plus longtemps en termes de temps qu'une consultation au cabinet. Et c'est pour ça que Sophie Sigrist le disait très bien, il va falloir apprendre. Et on ne peut pas tout faire dans une téléconsultation. Donc, oui, c'est un outil. Oui, on pourra l'utiliser. Mais dans le cadre d'un parcours, d'une prise en charge au long cours d'un patient, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Dans le cadre de consumérisme, effectivement, de petits bobos, ça peut être. Et on ne pourra pas s'y opposer. Parce que la société est ainsi faite. Pourtant, Patrick Gasser, vous parliez de petits bobos. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, de l'émergence
sur le marché, on va dire, en offre commerciale, d'un site et d'une plateforme qui, moyennant des sommes assez conséquentes, qui étaient proches de 300 €, proposait un deuxième avis sur un dossier médical. Quelque part, pourquoi pas avoir un patient qui habite à Brest et qui va avoir un deuxième avis qui lui est donné par un médecin qui exerce à Strasbourg dans le cadre d'un deuxième avis. Est-ce que vraiment c'est indispensable d'être connu dans un parcours, ou est-ce que finalement il y a un certain nombre de choses qui se développent et que certaines pourraient exister néanmoins, et quoi qu'il en soit? Il y a deux choses. Il y a la prise en charge quotidienne et d'un patient dans le cadre de la maladie chronique, où il y a besoin effectivement d'un parcours et d'une équipe qui gère le patient. Mais qui ne se pose pas des questions tous les jours? Qui ne souhaite pas avoir un avis d'un autre? Pourquoi? Parce que la peur est là. Parce que le besoin, le questionnement, tous les jours nous avons des questions, et on peut comprendre le phénomène du deuxième avis. Et le phénomène du deuxième avis sera à prendre en compte à un moment ou à un autre. Quoi qu'il arrive, c'est un phénomène, là encore, de société. Et nous ne pouvons pas nous y opposer. Et je pense que déjà l'assurance maladie y réfléchit. Donc vous faites bien la différence entre ce qui relève de l'assurance maladie et ce qui peut relever de quelque chose qui est plus de l'ordre du consumérisme, ou en tout cas du conseil et de la prise en charge. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, personne ou tout le monde a peur de dire qu'il y a des choses qui devront être prises en charge par l'assurance maladie et l'ensemble de la communauté, et puis des choses qui seront à côté, que certains pourront utiliser au travers de leur assurance, à la fois assurance complémentaire ou d'autres. C'est ça alors. Et je pense qu'on ne peut pas s'y opposer. Et ça serait aller à l'inverse de l'évolution de la société. Voilà, messieurs, on arrive à la conclusion de cette émission qui est passionnante. On aura, je pense, l'occasion de revenir sur ce sujet. Je laisse à Jean-Paul le soin de conclure. Merci Sophie. Je crois que nous avons donné un peu une vision générale de ce que pouvait être aujourd'hui la télémédecine. Je crois que c'est un enjeu majeur pour l'exercice médical de demain. Très probablement, nous aurons une partie qui sera prise en charge par nos organisations de prise en charge des patients, parcours de soins, patients connus, recours aux médecins traitants, etc. Et ça rentrera probablement dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Nous allons pouvoir négocier ça en négociation conventionnelle à partir de janvier. C'est un enjeu majeur sur l'évolution de la façon d'exercer notre métier. Et puis, il y aura une partie de télémédecine au sens large qui échappera certainement à ça. Cette émission est terminée. Messieurs, merci. Madame Sigrist, on lui dit merci aussi. Elle a dû nous quitter un petit peu prématurément. La prochaine émission, c'est le 30 janvier 2018. En attendant, n'oubliez pas de parler de Planète Médecin autour de vous. L'émission est également disponible en replay sur les sites de la CSMF et sur celui de Fréquence Médicale. Vous pouvez aussi réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, #Planète Médecin. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Bonne fin de soirée, bonne fête de fin d'année et rendez-vous le 30 janvier.